Donc bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de SME Inside. Donc on espère que vous passez une bonne soirée et que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Sophia, je suis actuellement en Ingé 1, en parcours ingénieur manager. Et cet épisode sera co-animé par Chloé, qui est aussi en Ingé 1, qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Chloé. Je suis donc actuellement en première année de cycle d'ingénieur donc à l'ESME Sudria sur le campus de Paris et j'ai donc choisi le parcours énergie-environnement. Merci Chloé. Donc comme d'habitude, cet épisode de SME Inside qui se répète tous les jeudis de tous les 15 jours, pardon. Ce soir, ce seront 10 étudiants qui prendront la parole pour parler de leur projet, donc lors de leur formation, que ce soit en prépa ou en cycle ingénieur. Alors, comment ça va se passer ce soir? Ça sera sous forme de 3 phases. Donc, la première, ce sera des projets qui concerneront les parcours, donc qui sont présentés par Clémence, Julien et moi-même. Puis, on fera une pause pour répondre à vos questions. Ensuite, on ira sur tous les projets d'associations qui seront présentés par Clément et Léo. Encore une deuxième pause pour répondre à vos questions. Et enfin, pour aller plus loin, on écoutera Alice, David et Maxime qui nous présenteront leur projet. Donc, je te laisse la main, Chloé, pour expliquer ce qui va suivre. Donc, merci beaucoup pour cette présentation donc, du déroulement du live. Donc, tout d'abord, comme l'a dit Sophia, nous allons donc avoir de nombreux étudiants, notamment 3, qui vont donc vous présenter leur projet grâce à leur parcours. Mais tout d'abord, je vais donc d'abord vous expliquer le déroulement des différents cycles à l'ESME Sudria. Donc, tout d'abord, vous avez 2 ans de prépa, puis vous avez 3 ans de cycle d'ingénieur à l'ESME Sudria. Donc, lorsqu'en fait vous êtes au second semestre de première année de cycle préparatoire, vous avez un parcours à choisir parmi les 6 qui vous sont proposés, que je vous expliquerai juste après. Puis, lorsque vous rentrerez en cycle d'ingénieur, votre parcours de découverte va devenir un parcours d'excellence afin de pouvoir choisir votre majeur en Ingé 2 lorsque vous rentrerez de l'international. Donc, l'international se déroule en 4e année au premier semestre donc de 4e année. Donc, en prépa, les parcours sont des parcours de découverte. Vous avez la possibilité, donc, soit de changer de parcours, soit de rester dans le même. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'influence lorsque vous choisirez votre parcours en cycle d'ingénieur. Donc, les 6 parcours qui sont proposés à l'ESME Sudria sont innovation. Puis, vous avez également le parcours ingénieur-designer, qui est donc en partenariat donc, avec une école d'ingénieurs qui est également dans le groupe IONIS, I-Arsup. Puis, nous avons le parcours International Connection. Donc, en fait, ce sont des cours qui sont exclusivement en anglais. Puis, nous avons donc le parcours Biotechnologie et Santé, donc, qui est également en partenariat donc, avec une école de IONIS, Sup Biotech. Puis, nous avons donc le parcours Énergie-Environnement. Et nous terminons par le parcours Ingénieur-Manager. Donc, lorsque vous choisissez ce parcours, vous aurez à la fin de vos 5 ans d'études un double diplôme avec l'école de commerce, l'ISG. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons donc présenter les différents parcours, les différents projets par rapport au parcours. Tout d'abord, nous allons donc commencer par Clémence, qui est donc également en première année de cycle d'ingénieur à l'ESME Sudria dans le parcours énergie et environnement. Bonjour, donc je m'appelle Clémence, je suis en ingénieur à l'ESME sur le campus de Lyon. J'ai choisi l'ESME après le bac parce que je voulais m'orienter vers les énergies renouvelables et faire des études en rapport avec l'environnement. Et du coup, je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé pendant le premier semestre d'ingénieur dans le cadre du parcours d'excellence énergie-environnement. Donc c'est un projet qu'on a réalisé par groupe de 4 et notre objectif était de construire et de récupérer les données d'un anémomètre. Un anémomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent. On a donc réalisé un petit prototype qu'on peut voir sur les photos. Pour le construire, on a utilisé une imprimante 3D et pour construire le circuit qui est à côté, on a utilisé une carte Arduino et un capteur AF Hall et des aimants. Donc le capteur AF Hall, c'est le petit capteur qu'on voit à l'intérieur de l'anémomètre et il détecte le passage des aimants qui sont placés juste en dessous. Donc quand l'anémomètre tourne, le capteur détecte le passage des aimants. Pour récupérer les données du capteur, on a utilisé une carte Arduino qui est ensuite reliée à notre ordinateur. Donc, on a codé un petit programme pour nous permettre de lire les données envoyées par le capteur.
Ensuite, on a remarqué que les données récupérées n'étaient pas très cohérentes. Par exemple, quand on a testé avec un sèche-cheveux, on trouvait des valeurs qui étaient trop faibles parce que notre capteur n'était pas calibré. Donc pour le calibrer, on a utilisé un stroboscope. Un stroboscope, c'est un flash qui est envoyé à intervalles de temps réguliers et on peut choisir la fréquence avec laquelle le flash est envoyé. Donc nous, on a utilisé des applications sur nos smartphones. Et le but, c'est que quand on éclaire l'anémomètre, pendant qu'il est en mouvement, avec le flash, on taille immobile, c'est que l'anémomètre est sur la même fréquence que le stroboscope. Donc, ça nous a permis de calibrer les données du capteur FEOL avec celles du stroboscope. Ce projet, il m'a appris déjà à mieux me servir des outils comme l'imprimante 3D, par exemple, ou la carte Arduino. Et les projets, de manière générale, ça nous apprend aussi à travailler en équipe et à trouver des solutions à tous les problèmes qu'on peut rencontrer pendant le projet. Et je vais maintenant laisser la parole à Sophia pour qu'elle vous présente à son tour son projet. Alors, merci Clémence. Donc, je reviens pour vous parler un petit peu de mon projet. Donc, comme je l'ai dit, je suis en ingénieur en 3e année et je suis en parcours management. Donc, d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi ce parcours et surtout pourquoi j'ai choisi le SME. Alors, c'est simple, je pense qu'on se retrouve un petit peu beaucoup dans ce cas-là. On hésite entre une école de commerce et une école d'ingénieur. Donc, c'était mon cas et en me renseignant un petit peu partout, j'ai essayé de voir si des écoles qui proposaient du coup un double diplôme, donc ingénieur et manager. Et c'était le cas pour le SME, donc avec l'école de commerce IAG de Paris. Et donc toute ma prépa, je suis restée dans le même parcours puisque c'est ce que je voulais faire. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu un projet qui m'a marqué. C'était au premier semestre de ma 2e année de prépa. Et le but était de trouver avec mon équipe, qui d'ailleurs Chloé en fait partie, on a dû trouver du coup un objet, une idée innovante. Et pour notre cas, c'était le réfrigérateur intelligent, donc Smart Fridge. En plus de lui trouver des tâches qui n'existent pas, comme par exemple visualiser son contenu, proposer des listes de courses, justement commander cette liste de courses à distance, des conseils nutritionnels de manière quotidienne, en fait, on devait c'était tout nouveau pour nous parce qu'en fait, on devait réaliser toute son étude de marché du produit. Donc, que ce soit l'analyse concurrentielle, une étude qualitative ou quantitative. Donc, c'était vraiment du marketing pur et dur. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait d'interroger des gens dans la rue ou alors faire des sondages sur Internet, sur les réseaux sociaux et vraiment récolter un maximum de réponses sur des questions qu'on leur posait. Comme combien avez-vous dépensé pour votre réfrigérateur, pardon. Est-ce que notre produit vous plaît ou pas du tout? Combien seriez-vous prêt à dépenser pour cela? Et du coup, on devait le présenter à un jury et décliner vraiment toute son étude de marché. Donc, c'était très intéressant et ce qui m'a permis vraiment de voir au-delà que l'aspect technique et scientifique qu'on peut voir en ingénierie, c'est vraiment aussi l'aspect marketing. Donc, je vais laisser la parole maintenant au suivant, qui est Julien, qui va du coup nous parler de son projet. Oui, du coup, bonjour, je vais me présenter vite fait. Du coup, je suis un étudiant du coup en 3e année au campus de Lyon, voilà, et je suis dans le parcours innovation. Du coup, pourquoi j'ai choisi moi le SME? C'est parce que j'aimais plein de choses dans les sciences et je voulais pas me restreindre à un domaine particulier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le SME après le bac directement pour pouvoir exercer plusieurs disciplines. Et du coup, après, pourquoi j'ai choisi ce parcours en particulier? C'est parce que j'ai été plus intéressé par toute la partie programmation, par exemple, ou tout système embarqué. Du coup, pour présenter mon projet, du coup, c'est un programme, un jeu du risque. Pour ceux qui ne connaissent pas le risque, du coup, c'est un jeu de stratégie, de plateau à la base, où on simule une guerre en attaquant des territoires, en les défendant. Et voilà. Et du coup, nous avons codé le jeu en C, du coup, un langage de programmation que nous ne connaissions pas au début de l'année. Et du coup, on a dû le faire à 2 pendant un semestre, le semestre qui vient de se dérouler.
Et du coup, nous avons codé le jeu en codant toutes les fonctions qui permettent d'attaquer un territoire, de placer des troupes, tout ça. Ce qui est fait grâce à une interface graphique aussi, pour indiquer les différentes étapes qu'on a pu, par lesquelles on est passé. C'est par exemple d'abord coder le jeu en version console, c'est-à-dire on tape au clavier tout ce qu'on veut faire, par exemple. Puis ensuite, a été d'intégrer ce que vous pouvez voir, toute la partie graphique, où par exemple, les territoires sont indiqués avec la couleur du joueur qui appartient, qui possède le territoire, le nombre de troupes qui y sont. Voilà, tout ça. Et du coup, ça nous a appris déjà un nouveau langage de programmation. Et puis, ça nous a aussi permis de nous améliorer sur toute la partie organisation, parce que c'est un gros programme qu'on a dû faire. Et du coup, à deux, on doit s'organiser qui fait quoi, par quoi on va commencer, par quelle fonction, et savoir que une fois qu'on rassemble toutes nos briques, elles coïncident bien. Et du coup, ça a été assez enrichissant sur ce point-là. Et du coup, je vais laisser la parole à Sophia pour les questions, pour les projets qui viennent d'être présentés. Alors, merci Julien. Donc, on va entamer notre première session de questions-réponses. Donc, je vois des questions très intéressantes. Avant de faire cela, je voulais aussi faire un aparté. Lucie Briolier est aussi sur le live, qui fait partie des admissions. Donc, elle pourrait aussi répondre à vos questions si vous en avez à propos de cela. Du coup, je vais poser la question à Clémence. Est-ce que vous choisissez vos thèmes lors des parcours? Alors, en fonction des parcours, en général, on a plusieurs thèmes qui sont proposés par nos professeurs et ensuite, on peut choisir celui qui nous intéresse le plus. Et en fait, ils nous donnent des thèmes pour nous orienter un peu et pour que ça soit toujours dans le cadre des parcours qu'on a choisis. Et toujours en lien avec le programme scolaire aussi. D'accord, merci Clémence. Une autre question, du coup pour toi aussi. Est-ce que tu t'es servi d'imprimante 3D et est-ce que tout le monde peut s'en servir? Alors, pendant notre projet, nous, c'est notre prof qui nous a imprimé l'anémomètre. Nous, on a simplement envoyé le modèle qu'on voulait et puis toutes les caractéristiques techniques pour qu'il puisse le mettre sur le logiciel qui permet d'imprimer avec l'imprimante 3D. Mais si on a des projets personnels, par exemple, on peut tout à fait s'en servir. Il faut juste en parler avec les responsables du Fab Lab, là où se trouvent les imprimantes 3D. Et ils peuvent nous aider à réaliser les projets qu'on a, que ce soit personnel ou pour un projet dans le cadre d'un parcours. Très bien, merci. Du coup, j'ai des questions pour Julien aussi. Une première, est-ce que les projets, vous les faites pendant vos parcours ou est-ce que c'est en dehors? Du coup, pour ce projet, pendant les cours, nous apprenions le langage en faisant tout ce qui est, par exemple, les types de variables, tout ça. Et on codait principalement en dehors des... là, par exemple, pendant le confinement, du coup, on pouvait coder entre les cours ou quand on le voulait. Et voilà. Merci. On a encore une question pour toi. Est-ce que c'est toi qui as créé tout le jeu? Le jeu, on était à deux. Mais oui, on a du coup créé tout le jeu. Toutes les possibilités ont été faites par nous deux. Juste l'image qu'on a récupérée sur Internet, l'image du plateau. Mais sinon, tout le reste, oui, bien sûr, c'est nous qui l'avons fait. Et pourrais-tu nous dire quelles sont les connaissances techniques pour créer un jeu vidéo? Dans ce cas-là, les connaissances techniques, c'était la programmation, mais c'était quelque chose qu'on apprenait tout du long. Et puis la programmation, on ne sait jamais tout. Il y a pas mal de choses où on a besoin de rechercher sur Internet normalement, ou de tester des choses pour voir si ça marche ou si ça marche pas, et essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Mais sinon, juste essayer de comprendre comment on peut essayer d'attaquer, de simuler ça d'un point de vue informatiquement, mais sinon, il n'y a pas tant de connaissances à savoir à part la programmation. D'accord, merci beaucoup, Julien. Voilà.
Alors, je pense qu'on va continuer. Donc, Chloé, si tu peux nous présenter la suite, je te laisse la main. Micro. Donc, merci beaucoup, Sophia, pour avoir répondu à ces questions. Mais je remercie également les différents élèves qui ont donc présenté leur projet grâce à leur parcours. Mais nous avons, donc à l'ESME Sudria, nous avons également des élèves qui ont fait des projets liés aux associations auxquelles ils sont admis. Donc, l'ESME Sudria a donc une vie associative qui est très riche sur les 5 campus. Donc, tout d'abord, sur chaque campus, nous avons un BDE. Puis, nous avons donc différentes associations qui peuvent aller du loisir, le sport, la robotique, l'informatique, le management, l'entrepreneuriat et également tout ce qui est humanitaire. Dans ce live, nous allons plutôt cibler les associations robotiques et informatiques. Donc pour cela, nous avons également différents élèves qui vont vous présenter leur projet associatif, qui sont présentés grâce à leur association. Et nous allons donc commencer par Clément, qui est donc sur le campus de Lille et qui est également en première année de cycle d'ingénieur à l'ESME Sudria. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Clément Reffers et je suis actuellement en AG1 au sein de l'ESME Sudria au campus de Lille. Ma plus grande passion depuis tout petit est l'informatique en général et c'est pourquoi j'ai intégré l'ESME dès la première année. J'ai fondé en première année avec des amis une association nommée Sudriac. En fait, elle a pour but de travailler sur des projets divers et variés en informatique, mais en y mettant un point d'honneur sur la curiosité et la passion de chacun. Aujourd'hui, j'en suis président. Avant de vous parler de mon projet, je dois vous parler un peu du biomimétisme. En fait, c'est un procédé d'ingénierie qui a pour but de s'inspirer de la nature pour innover. Avec mon ami Nicolas Brout, nous avons voulu réaliser un GPS. En fait, on s'est inspiré de certaines espèces de fourmis qui se baladent tout le long d'un espace. Elles y déposent des phéromones un peu partout. Et s'il y a un objet qui intéresse la colonie, toutes les fourmis sont au courant grâce à un réseau de phéromones. Nous avons voulu créer une intelligence artificielle qui reproduit le comportement de ces fourmis. Le but était de résoudre un labyrinthe. Le terme GPS, en fait, il n'est pas vraiment adapté étant donné que nous n'avons pas de satellite, mais ce système permet de trouver son chemin très facilement dans un labyrinthe. Notre simulation, du coup, elle va dans un premier temps générer un labyrinthe aléatoirement, et elle va nous montrer alors des petits points qui vont partir dans tous les sens. Tous ces petits points, ils vont représenter ces fourmis, et cette simulation va nous montrer 2 couleurs de points, c'est pour que nous puissions augmenter notre chance de trouver un chemin plus optimisé. En fait, c'est comme s'il y avait 2 colonies qui se cherchaient. Une fois que toutes les colonies se sont trouvées, en fait, la simulation s'arrête et nous montre la résolution de ce labyrinthe et aussi le chemin le plus court, si on pouvait avoir la simulation. Du coup, bon, là, en fait, il y a des points verts et des points rouges qui vont aller partout, qui vont faire le rôle d'une fourmi. Et le but, c'est que quand il y a un chemin qui a été trouvé, on nous montre la manière de résoudre ce labyrinthe. Et on nous montre aussi, du coup, le chemin le plus court pour résoudre ce labyrinthe à la fin de cette vidéo. Oui, ça, c'est ce que tout le système a vu. Et ça, c'est du coup le chemin le plus court, c'est le chemin rouge. Du coup, ça c'était mon GPS. Je vais passer maintenant la main à Léo, qui va vous parler d'un de ses projets. Merci Clément. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Léo Herman. Voilà, moi je suis en Ingé 1, donc en première année de cycle ingénieur comme la plupart des étudiants qui sont passés avant. Et grosso modo, ça fait 3 ans que j'ai quitté en fait votre situation et j'en suis bien content. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour parler de mon cursus, mais plus des associations. Et du coup, je vais vous demander de réfléchir en fait à l'importance des amis avec qui vous avez des intérêts en commun. Parce qu'en effet, avoir des intérêts en commun avec quelqu'un, c'est de pouvoir parler de cette même chose, d'avoir des projets dans cette même chose. Et du coup, je pense qu'avoir des amis, c'est super. Avoir des amis avec des intérêts en commun, c'est encore mieux.
Et avoir un lieu pour pratiquer cet intérêt, eh ben, c'est l'idéal. Et c'est en fait là où l'association va venir s'imposer, c'est-à-dire que l'association est le lieu où vous pouvez pratiquer ces intérêts avec des gens que vous allez apprendre à aimer. Et donc aujourd'hui, je suis membre de l'association Sudrianoïde, une association donc de robotique du campus de Lille, et j'en suis aussi actuellement le président. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on nous a demandé de parler d'un des projets. Et donc, j'aimerais vous mettre dans la situation donc de la rentrée septembre 2020, pardon. C'est-à-dire que voilà, la situation hygiénique du bâtiment a changé et maintenant il faut se désinfecter les mains avant chaque cours et dès qu'on entre dans le bâtiment. Et donc, bah, vous imaginez bien, il y a des bouteilles de savon en fait qui sont apparues un peu partout dans les couloirs. Et nous, en tant qu'étudiants, bah, c'est embêtant parce qu'on n'a pas l'habitude de se laver les mains à chaque fois qu'on sort d'une salle, à chaque fois qu'on veut rentrer dans une salle. Et du coup, voilà, on a eu une idée. On s'est dit, tiens, bon, c'est pas une idée qui n'existait pas, hein, mais on s'est dit, tiens, on va essayer de fabriquer nous-mêmes un distributeur de savon, enfin de gel hydroalcoolique, du coup, automatique. Donc, ce projet, je l'ai fait avec une personne donc, de l'association Sudri Additive, qui est l'association d'impression 3D. Qui s'appelle Martin. Et donc, en fait, ben, on s'est donné comme objectif d'avoir un distributeur qui permet de distribuer, du coup, en fait, de s'adapter sur les différents bouteilles de savon en fait, qui sont dans les couloirs de notre bâtiment. Et donc, pour ceci, j'ai demandé donc à Martin de faire toute la modélisation 3D. Donc, c'est lui qui s'occupe de la modélisation. Et moi, personnellement, je me suis occupé de tout le circuit, donc automatisé. Voilà. Dans ce projet, nous utilisons donc un capteur ultrason qui va détecter la main, mais aussi donc une carte Arduino qui nous permet donc de gérer donc l'information et de déclencher le distributeur quand il faut. On a choisi de faire tout le corps en impression 3D parce que ça nous permettait d'avoir la forme qu'on voulait et de pouvoir l'adapter donc sur les différentes bouteilles de savon de notre école. Et ensuite d'ajouter en fait un capot en plexiglas transparent pour pouvoir voir donc tout l'intérieur de notre montage. Ici sur la slide, vous pouvez voir donc sur la droite, en haut à droite du coup, et au milieu en bas, les prototypes que nous avons faits. Donc c'est le premier prototype en fait qui était plus ou moins fonctionnel. Et au fur et à mesure, en fait, on a développé notre projet pour qu'il soit plus présentable. Et aujourd'hui, donc, on utilise même un capteur de badge qui nous permet de enclencher la manœuvre de vidange. Parce qu'en effet, vu qu'on utilise énormément de gel hydroalcoolique, il faut remplir les bouteilles au fur et à mesure, au fur et à mesure de la semaine plutôt. Et donc, il a fallu faire en sorte que ce soit possible et facile à faire. Voilà. Je passe la main maintenant donc à Sophia pour les questions-réponses. Oui, merci beaucoup Léo. Donc, on a quelques questions qui sont assez intéressantes. Je vais d'abord en poser certaines à Clément, qui a du coup pu répondre certaines par écrit, mais c'est mieux de les rappeler à l'oral. Il y a d'autres projets sur le biomimétisme. J'ai entendu parler que au parcours innovation, je vais allumer la caméra. J'ai entendu parler que dans le parcours innovation, il y avait d'autres projets en biomimétisme. C'était un petit peu le thème de ce processus d'ingénierie pour nous tous. Je ne saurais pas dire lesquels, mais maintenant il y a une association de biomimétisme au campus de Lille. D'accord, merci. Une autre aussi sur laquelle tu as répondu. Est-ce que la programmation doit être acquise ou il est possible de monter en prépa sans avoir des connaissances précises dans ce domaine? La programmation, elle n'est pas nécessaire à être acquise en arrivant à l'ESME. La programmation, on l'apprend au fur et à mesure en étant à l'ESME. Merci. Du coup, je vais poser quelques questions un petit peu plus générales à Léo.
pour les projets, lors des projets que tu as pu faire, à combien vous étiez et est-ce que c'est toujours à peu près le même nombre? Est-ce que c'est imposé ou pas du tout? Alors voilà, il faut savoir en fait qu'il y a des projets donc, dans les associations. Donc dans ce cas-là, on peut être, c'est vous qui choisissez le nombre de participants au projet. Mais il y a aussi des projets qu'on fait en cours. Et dans ce cas-là, le nombre de participants en fait dans le projet est souvent donné. Mais donc si vous souhaitez le faire tout seul, c'est possible. Mais moi, je conseille qu'on le fasse à plusieurs. Car si on le fait à plusieurs, justement, on a différents points de vue qui viennent se rajouter donc au projet. Et donc, ça permet d'avancer et d'aller plus loin en fait dans le projet que si on avait été tout seul. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des filières que tu as fait pendant ton lycée? Les filières que j'ai faites. Alors, si je comprends bien la question, alors moi, je fais le parcours innovation et le parcours, enfin, j'ai fait le parcours international aussi. Donc, personnellement, on a travaillé sur tout ce qui est un peu innovant. Notamment, le dernier projet qu'on a fait en parcours innovation, c'était de créer, en fait, de programmer un jeu en C, donc en langage C. Sinon, dans l'association robotique, nous avons aussi différents projets qui sont donc d'abord des projets donc plus manuels, donc comme le distributeur automatique. Dans ce cas-là, on va avoir justement de la programmation, mais aussi de l'impression 3D, de la fabrication, on va toucher à tout. Mais on va aussi avoir des projets pédagogiques où on va aller enseigner en fait dans les différentes écoles ce que c'est que la robotique et essayer de mettre en place des concours pour leur donner envie de participer justement à la robotique. D'accord, merci Léo. Une dernière question, puisque tu parlais d'innovation et de la robotique. On a quelqu'un qui est intéressé par la robotique et l'intelligence artificielle. Le machine learning, y a-t-il des cours dédiés et dans quel parcours? Alors oui, tout à fait, il y a des cours donc pour l'intelligence artificielle notamment et la robotique en plus général, on va parler de mécatronique. Et donc ça va être en fait des cours donc en majeur, donc c'est à partir de la 4e année, et ça va se passer donc dans le parcours innovation et international. Très bien, merci beaucoup Léo. Je pense qu'on va clore cette petite pause et laisser Chloé prendre la suite. Donc, merci beaucoup. Donc, nous avons également de nombreux étudiants, en plus de leur parcours, mais également donc, de leur association, qui font des projets eux-mêmes, notamment parce que à l'école, nous avons la possibilité donc, de créer avec les moyens donc, que l'école dispose, notamment avec les Fab Labs, qui sont donc sur les différents campus. Et nous avons également des étudiants qui ont leur propre Fab Lab chez eux. Et donc, c'est pour cela que nous avons 3 étudiants qui vont donc vous expliquer leurs projets qu'ils ont fait eux-mêmes et par leurs propres moyens. Donc, nous commençons tout d'abord par Alice, donc une étudiante qui se trouve sur le campus de Bordeaux et qui est également dans le parcours management. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Alice, je suis en 3e année sur le campus de Bordeaux. Et cette année, j'ai choisi le parcours management parce que les 2 premières années, j'avais choisi le parcours innovation. Et avec mon groupe, on avait fait plusieurs projets. Et dans ces projets, j'avais pour rôle chef de projet. Du coup, je voulais faire le double diplôme en management. J'ai choisi d'abord le SME parce qu'il y avait beaucoup de possibilités après l'école. Et il y avait, par rapport au parcours, donc le parcours innovation m'intéressait beaucoup, le parcours management également, et l'international. Donc pour tout ce qui est le projet, en fait, nous, c'était un projet, c'était un robot d'accueil pour présenter le Fab Lab. Donc on a commencé le projet en 2e année. Donc pendant 1 an, on a travaillé dessus, puis après, il y a eu donc, le confinement. On n'a pas pu le finir. Du coup, on a commencé en 3e année, et là, on va le terminer cette année. Et donc, du coup, on le met dans le projet Fab Lab. Donc, c'est un robot d'accueil qui présente le Fab Lab de Bordeaux. Donc, ça présente les différentes innovations. En fait, il suit une ligne directrice sur le sol et à l'aide d'un flashcode, on flash et du coup, ça présente les différentes innovations sur l'écran. Donc, nous, on a choisi de s'appeler Nexus Plus. On a un groupe de 7 personnes, c'est beaucoup, mais l'école de Bordeaux nous a autorisé parce que comme c'est un gros projet, on n'avait pas le choix en fait.
Du coup, on a décidé de séparer plusieurs personnes. Donc, on avait une chef de projet, 2 en pôle modélisation, 2 en pôle programmation et 2 en pôle, construction. Excusez-moi. Donc, le robot, il fonctionne grâce à une Arduino pour contrôler donc, tout ce qui est capteur, donc les capteurs, les moteurs, etc. Ensuite, une Raspberry pour contrôler l'écran et donc afficher les différentes vidéos des différentes des innovations qui sont présentes sur le Fab Lab. Et donc, du coup, on a appris, grâce à ce projet, moi, j'ai appris à gérer une équipe, gérer un budget, gérer le timing, etc. Également à faire de la découpeuse laser, imprimante 3D, coder en Arduino, coder sur une Raspberry et plein d'autres choses. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Maxime du campus de Paris. Bonjour à tous, donc moi je suis Maxime, je suis étudiant en Ingé 2 donc, à l'ESME Sudria. Donc je suis aussi dans une association Sudria Botique, donc, qui est l'association de robotique sur Paris. Donc moi j'ai intégré l'école parce qu'il y avait beaucoup de domaines qu'on pouvait étudier, que ce soit de la mécanique, l'électronique, etc. Et aussi parce que j'ai vu que l'enseignement en électronique était plutôt intéressant. Et du coup, c'est vers ça que je me suis axé dans mes parcours. Sinon, par ailleurs, à côté de mes études, j'ai plusieurs passions, donc notamment la musique. Donc, je pratique l'activité de DJ à côté. Et aussi, j'ai toujours été passionné par l'art et l'ingénierie, bien évidemment. Du coup, c'est par cela que ça m'a mené à créer différents projets qui relient en fait toutes ces passions à la fois. Donc, par exemple, des enceintes Bluetooth. Alors, je sais pas si j'en ai une là, je sais pas si on voit l'image, par exemple. Donc, par exemple, le plexiglas, il a été fait à la découpeuse laser dans les Fab Labs de Paris, par exemple. Et sinon, j'ai aussi des projets par rapport aux bobines Tesla, donc on peut voir à l'image normalement. Donc, une bobine Tesla, en fait, c'est une machine qui va créer de la très haute tension. Vous voyez, là, on a une démo ici, normalement. Donc, en gros, une bobine Tesla, c'est une machine qui va créer de la très très haute tension, donc à peu près autour des 1 million de volts. Donc, on peut les voir derrière moi, dans la vidéo. Bon, je ne sais pas si on entend très bien, mais en fait, je peux moduler la fréquence d'émission des arcs électriques et la relier à la musique, en fait. Donc, en fait, ce qu'on va entendre, c'est vraiment le son de l'arc, c'est vraiment les notes de la musique que je veux jouer. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je relie via tout un système que j'ai conçu via ma platine DJ, par exemple. Donc, je peux mixer, remixer des musiques avec des bobines Tesla qui vont faire la musique. Par exemple, vous en avez 2 ici derrière. Donc, en sup, donc avec des amis qui étaient en spé, j'avais créé une des premières bobines Tesla, donc on voit à gauche ici. Par la suite, ensuite, j'ai créé une autre bobine Tesla plus compacte, donc celle-ci, qui permet de jouer de la musique et que j'utilise souvent pour jouer de la musique avec mes platines. Et donc, le projet que je vais montrer aujourd'hui, c'est une nouvelle bobine Tesla, en fait, qui est le Tesla Blaster. En fait, c'est la même technologie qu'ici, mais en très compact. Donc, normalement, je l'ai ici, là. Vous voyez que c'est pas très grand. Et surtout que c'est portatif. Donc, en fait, il a fallu ajouter des batteries. Donc, par exemple, ici, j'ai utilisé des cellules lithium-ion en série pour me donner 12 volts à peu près. Donc ensuite, ces 12 volts vont être injectés dans un circuit, dans un onduleur au-dessus, avec un micro-transformateur à haute fréquence qui va booster cette tension vers 200 volts. Donc 200 volts, c'est bien sûr pas assez. Donc derrière, j'ai un circuit basé sur des MOSFET, en fait, c'est des transistors de très haute puissance qui vont venir en fait commuter cette tension de 200 volts pour l'injecter en fait dans la bobine primaire. Bon, là on la voit pas, mais en fait elle est ici. Donc c'est une petite bobine ensuite qui va être commutée à très haute fréquence et à une fréquence très précise, qui sera donc la fréquence de résonance en fait, de la grosse bobine qu'on voit juste ici. Et en fait cette résonance va provoquer en fait une augmentation de la tension pour atteindre des décharges de plusieurs centaines, voire millions de volts. Du coup, on a des charges de 1 mètre ou de plusieurs centimètres dans les airs. Et donc, par exemple, ici, je vais vous montrer un des prototypes de cartes que j'ai conçu. Donc, je peux aussi vous expliquer le processus un peu de fabrication
création. Donc, au tout départ, donc on voit l'image en haut, tout commence en fait par le dessin. Donc, moi, je dessine beaucoup et alors souvent, je fais des croquis et c'est comme ça que j'ai mes idées. Donc là, l'idée de départ, c'était juste un dessin un peu futuriste que j'ai fait. Je me suis dit que ce serait pas mal de le faire en vrai. Donc ensuite, j'ai commencé à modéliser sous des logiciels comme Fusion 360, donc le design général et interne. Et ensuite, pour l'électronique, j'ai d'abord fait des simulations sur LT-Spice pour simuler les circuits. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai pu faire des prototypes comme ça et d'ajuster entre les simulations, le prototype et le modèle 3D, donc pour aboutir du coup au produit final, que je n'ai pas vraiment fini parce que j'aimerais encore ajouter un module Bluetooth pour jouer de la musique, mais à distance, quoi. Et donc du coup, je peux peut-être vous faire une démonstration. Donc, alors, peut-être pas avec le Tesla Blaster parce que je suis encore en train de l'améliorer, mais j'ai le modèle juste avant que j'ai fait, donc c'est quasiment le même, sauf qu'il n'a pas de batterie et il est 4 fois moins puissant. Je vais essayer de l'allumer. Alors, je ne sais pas si on va voir. Donc là, le son il est un peu désagréable parce que j'ai pas mis le mode musique. Mais vous avez vu que j'ai pu toucher les arcs électriques et ça m'a rien fait parce qu'en fait, la bobine ici elle est très petite. Du coup, elle ne peut pas amener assez de courant. Et en plus, vu qu'elle est petite, ça fonctionne à une fréquence de 1 MHz. Donc notre corps il peut filtrer cette fréquence. Donc c'est pas très dangereux. Mais par contre, les bobines qui sont ici, là je me mets derrière une cage de Faraday. Donc c'est plus safe, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait le tour à peu près. Donc maintenant, je vais laisser la parole à David. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle David Bocara et je suis étudiant à l'ESME Sudria. Je suis en dernière année en majeur système embarqué. Et je vais vous raconter un petit peu mon cursus, ce qui a fait que je suis rentré à l'ESME Sudria. Donc c'était en 2016, j'étais passionné d'électronique, mécanique, informatique. Je savais pas trop comment me spécialiser et puis j'ai découvert l'ESME Sudria qui était en fait une école généraliste, enfin qui est une école généraliste et ça m'a permis au fur et à mesure de me spécialiser. J'avais découvert le monde du Fab Lab et j'ai appris énormément de choses. J'ai intégré le eSmart Lab en tant qu'encadrant pendant 2 ans, 2 années durant lesquelles j'ai fait pas mal de choses très sympas, comme j'ai donné des cours, des formations et aussi j'ai fait le Summer School. C'était en fait c'était une semaine d'échange international où il y avait 10 Coréens, enfin des 10 Coréens, un Indien, un Macédonien qui étaient venus à l'ESME Sudria. Et pour la petite histoire, quand j'étais parti en Corée du Sud, je les ai revus. Voilà, c'était assez rigolo durant mon cursus international. Donc parmi les projets que je peux vous raconter, c'est le robot Tango. Le robot Tango, c'est un robot humanoïde à taille réelle qui est open source, donc on peut retrouver les plans sur internet. Il a été entièrement imprimé en 3D et j'ai développé un bracelet électromyogramme. La particularité de ce bracelet, c'est de récupérer en fait les informations transmises par le cerveau vers les différents muscles. Et ça me permet d'ouvrir et de fermer la main. En fait, c'est tout bonnement une prothèse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a été un projet hyper intéressant qui, par la suite, a engendré d'autres projets, puisqu'en fait, j'ai travaillé avec le CNRS sur un système qui redonne la sensibilité aux personnes ayant perdu la sensation du toucher. Donc, j'ai pu associer en fait ce projet-là à un autre projet.
Voilà, un autre projet, alors je dis beaucoup projet, je suis désolé. Un autre projet que je peux vous raconter, c'est le drone qui transporte du café. Donc c'est un projet que j'ai réalisé durant mon cursus innovation. C'était un projet qui a pour but en fait de tout simplement automatiser un drone et un système mécanique permettant de stabiliser une boisson, donc mécanique et électronique. Voilà, et donc du coup ça a été un projet que j'ai mené à bien avec 3 autres élèves et c'était très 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 cool. Voilà, donc parmi les autres projets que j'ai réalisés, là je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui se passe en ce moment. En fait, c'est un concours international du nom de Deep Drone Challenge. C'est un concours qui est organisé par une start-up bavaroise. Donc là, on est en dehors de l'école. Mais j'ai pu mettre à profit toutes mes compétences et connaissances dans la réalisation de ce concours. Donc donc le final, ce sera le 20 mars. Le principe de ce concours, c'est alors City Airbus. Pour vous situer, City Airbus, c'est un drone taxi qui aujourd'hui existe, qui fonctionne. Et le principe de ce drone, c'est tout simplement des gens qui rentrent dans une sorte de taxi et qui sont emmenés d'un point A à un point B, sans pilote, sans rien. Et la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est que leur système fonctionne bien, mais il n'y a aucun moyen pour ce fameux drone autonome d'écouter les informations provenant de la tour de contrôle et de faire en fonction. Eh bien, ce concours, c'est la réalisation d'un modèle d'intelligence artificielle permettant de comprendre, d'intercepter, de comprendre ce que dit la tour de contrôle et de faire en fonction. Là, on voit à gauche, l'image de gauche, c'est en fait une station au sol que j'ai réalisé. Donc sur ce projet, on est 3 étudiants, j'ai oublié de le préciser. Donc 2 étudiants à l'ESME Sudria et un étudiant qui est à EPITA. Et la station au sol, elle, on l'a réalisée pour simuler en fait la tour de contrôle et faire tout un tas de monitoring. Donc à l'intérieur, il y a Raspberry. Alors il y a Jetson Nano dans la station au sol. C'est une carte électronique qui ressemble à une Raspberry. Et puis dans le drone, il y a une Raspberry avec un contrôleur de vol intégré. Voilà, donc aujourd'hui on est en bonne voie et d'ailleurs petite anecdote, en ce moment j'essaye de récupérer avec mes collègues, on essaye de récupérer des voix et en fait grâce à l'école on a pu envoyer un formulaire à tous les élèves et j'ai plein de réponses toutes ces voix vont me permettre en fait d'augmenter mon réseau de neurones et on va avoir un système qui va fonctionner du tonnerre de Dieu, j'espère bien. Voilà. Je laisse la parole à Sophia pour les questions et les réponses. Merci beaucoup David. Alors, on a de nombreuses questions pour Maxime, qui a su susciter l'intérêt avec sa bobine Tesla. Du coup, Maxime, c'est toi qui as fabriqué les bobines Tesla. C'est une question. Oui, bien sûr, oui. J'ai entièrement tout fabriqué à la main, les bobines Tesla, donc que ce soit les 2 grandes là ou les petites. Donc oui, j'ai entièrement fabriqué. Et comment as-tu fait pour avoir le matériel nécessaire pour ton projet? Alors, moi, ça fait très longtemps que je bricole. J'ai un peu l'esprit makers. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ma première source de matériel, en fait, c'est la récupération d'objets, de tout et n'importe quoi que je démonte, des télévisions, des amplis, etc. Donc déjà, j'ai une grosse source de matériel sur ça. Et sinon, l'école, j'ai pu avoir accès au Fab Lab pour les découpeuses laser, les imprimantes 3D, les outils de mesure, etc. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à construire mon propre Fab Lab chez moi. Donc j'ai des oscilloscopes, une imprimante 3D. Donc par exemple, Noël dernier, j'ai demandé une imprimante 3D. Voilà, j'ai des fers à souder, etc. Donc, voilà. Merci. On a aussi un petit commentaire pour toi qui dit « Maxime, t'es trop fort ». Merci. Alors, je vais maintenant peut-être passer à des questions un peu plus générales. Donc, vous posez un peu des questions sur combien on est au projet, combien de temps on passe sur des projets. Du coup, Alice, j'ai une petite question pour toi. Travailler combien de temps
sur les projets? Ça dépend en fait. Déjà, de base, on a à peu près 4 heures, 3 heures de parcours par semaine. Mais ensuite, pour finir le projet, il faut compter des heures en plus, donc le soir à l'école ou pendant le week-end, etc., dès que l'école est ouverte en fait. Donc je ne peux pas forcément dire. Si on veut vraiment un projet abouti, il faut compter des heures en plus de 4 heures par semaine. D'accord, merci. Et il me semble aussi que tu avais expliqué que tu avais fait un projet sur 2 ans, tu avais continué par rapport à ta prépa. Du coup, ça peut prendre un peu plus de temps que ce qui est prévu. Une autre question sur le Fab Lab, du coup. Est-ce qu'ils sont en libre service? Les Fab Labs sont en libre service, donc dès que l'école est ouverte, en fait, le Fab Lab est ouvert. Et si vous voulez imprimer quelque chose de personnel ou qui ne rentre pas dans le projet de l'école, vous pouvez tout à fait utiliser le Fab Lab. Merci beaucoup. Je vais peut-être poser des questions aussi à Clémence. À un moment, tu as répondu à une question à l'écrit. Est-ce que tu peux y répondre à l'oral? Beaucoup se posent des questions sur le travail, le nombre d'heures en plus par rapport au lycée. Est-ce que toi, ça t'a fait une grosse différence du passage au lycée en prépa ou pas du tout? Et est-ce que tu travailles beaucoup en dehors de l'école? Alors, pour les 2 premières années en prépa, il y a quand même plus de travail. Enfin, il y a plus de travail qu'au lycée, c'est sûr. Au niveau des heures de cours, c'est à peu près la même chose, mais le travail personnel, il y en a un peu plus. Après, si on est bien régulier, qu'on arrive à travailler tous les soirs, ou alors qu'on arrive vraiment à faire des grosses sessions le week-end, etc., franchement, on s'en sort bien. Et après, en plus, quand on arrive en Ingé 1, c'est quand même plus light au niveau du travail. Il y en a un peu moins. Voilà, donc en fait, c'est plutôt une question d'organisation et de bien prendre le rythme. Merci beaucoup, Clémence. Je vais peut-être poser aussi une question à Julien, mais qui n'a pas trop parlé jusque-là. À ton avis, enfin, même pas à ton avis, les choix des parcours, ils sont sur Parcoursup une fois l'entrée dans l'école, ou comment ça se passe? Comment as-tu choisi ton parcours? Du coup, les parcours, on les choisit pas sur Parcoursup, on les choisit au milieu de enfin même à la fin de la 2e année, du coup, pour les choisir en 3e année, quand on est à l'ESME. Mais vu qu'on choisit également des parcours avant dont on peut changer, du coup, on les choisit dès la 1re année pour le 2e semestre. Et ensuite, à chaque semestre, on peut changer si on en a envie, si par exemple le parcours qu'on a choisi ne nous convient pas. Merci beaucoup. J'ai une question pour David. Est-ce que tu peux redonner le nom du concours auquel tu participes, s'il te plaît? Alors, le concours s'appelle Deep Drone Challenge. Voilà, c'est un concours qui a été allongé à cause du Covid, mais voilà, en gros, la finalité, ce sera le 20 mars. Et aujourd'hui, donc, il y a 10 équipes internationales et on est la seule équipe française. Donc voilà. J'espère que c'est bon. Oui, puisque tu parlais du thème des concours, est-ce qu'à ton avis, il y a des possibilités de participer à des concours pour gagner des fonds, pour financer des projets un peu plus coûteux, ou pas du tout? On a une question comme ça. Complètement. Il y a tout un tas de concours et même des concours qui sont organisés par les associations. Ces concours, ça permet de financer d'autres projets, mais c'est surtout aussi des concours qui nous font apprendre beaucoup dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, etc. Et toutes ces compétences et connaissances nous permettent, nous seront utiles, c'est sûr, un jour ou l'autre. Merci beaucoup, David. Alors, je vais peut-être faire intervenir Lucie Briolet, qui en fait s'occupe des admissions. Et on a eu beaucoup de questions concernant les moyennes. Du coup, beaucoup d'étudiants qui se préoccupent un petit peu de leur moyenne et par rapport à l'admission, comment rentrer à l'école.
Donc moi, je vais parler un petit peu du concours. Une moyenne, c'est subjectif pour chaque personne. Donc là, j'ai vu que tu avais environ 12-13, ce qui est bon, hein, c'est un bon dossier. Après, nous, à l'ESME Sudria, on mise beaucoup sur les oraux. Donc je vais récapituler les 3 étapes pour postuler. Mais du coup, si tu es motivé, il ne faut pas se laisser impressionner par les autres camarades. Il faut tenter sa chance. Donc, depuis hier, Parcoursup a ouvert et donc vous pouvez mettre le vœu concours Advance sur Parcoursup. Vous pouvez mettre tous les campus de l'ESME Sudria, ça vaudra toujours pour un seul vœu sur Parcoursup. Donc, on va faire une première étape d'évaluation, c'est sur votre dossier scolaire. Donc, on va regarder les notes scientifiques, en maths, en physique. Ensuite, on va vous convoquer pour des oraux, donc 3 oraux, un oral de maths, un oral d'anglais et un entretien de motivation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entretien de motivation, c'est là où on va vous questionner sur votre projet, sur vos passions, si justement vous avez un petit peu cet esprit maker comme les étudiants là aujourd'hui. Et puis, 3e étape, après, on va regarder un peu plus précisément votre dossier Parcoursup avec notamment la fiche à venir que vous allez remplir avec les profs. Donc voilà, donc je vous rappelle que vous avez jusqu'au 11 mars pour mettre vos vœux sur Parcoursup et donc choisir le concours Advance si vous voulez intégrer le SME et si vous êtes intéressé. Voilà, je repasse la parole à Sophia. Merci beaucoup, Lucie. Alors, il me semble qu'on a certaines questions concernant du coup les parcours parce que c'est un petit peu le thème. Du coup, Clément, pourrais-tu un petit peu nous parler j'ai une question, est-ce que l'école peut imposer le parcours ou pas du tout? Le parcours, c'est nous qui choisissons le parcours. Mais faut bien sûr avoir les résultats pour. Merci. Pour ajouter un petit peu, pour compléter un petit peu ta réponse, Clément. Donc l'école ne peut pas vous imposer entre guillemets un parcours. Par contre, il se peut que lorsque vous faisiez votre tri de parcours qui vous intéresse du plus au moins, il se peut que du coup vos notes et vos résultats vont faire que certains parcours, soit ils sont complets et du coup vous ne serez pas vraiment en priorité et le parcours vous sera écarté. Du coup, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on a le parcours qu'on a, le premier choix qu'on a. Du coup, voilà. On a aussi une question sur l'association des anciens élèves. L'ESME Sudria, donc oui, on a une association dans 11e qui s'appelle l'AUSME et elle fait partie du top 10. Donc en fait, c'est un très grand réseau qu'on a à l'ESME d'anciens élèves. Du coup, c'est assez important et puis c'est super pratique pour les ressources qu'on a nous. Alors, peut-être des questions aussi à Lucie qui nous a parlé du coup du concours. En quoi consistent précisément les oraux de maths et d'anglais? Et est-ce qu'il y a des élèves privilégiés grâce à leur dossier? Si oui, comment sont-ils privilégiés? Alors, par exemple, l'oral de maths, donc vous allez simplement piocher un sujet parmi d'autres et donc ça sera un problème que vous allez devoir résoudre devant votre jury. Vous aurez un petit peu de temps de préparation et vous allez devoir résoudre la problématique. Pas de panique si vous n'avez pas vu le problème tiré parce que vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant votre année de terminale, vous pourrez changer de sujet. Et l'oral d'anglais, c'est une discussion ou pareil, une étude de texte, voilà, pour voir un peu votre niveau en anglais, votre capacité à échanger avec votre jury en anglais. Je ne sais pas, Sophia, il y avait une autre question où j'ai répondu? Non, c'était tout. Je pense qu'on va passer à la conclusion. Merci beaucoup, Lucie. Alors, comme vous le savez, on organise des journées portes ouvertes très bientôt. Une qui se passera samedi 23, donc sur tous les campus, sauf à Lille. Celle de Lille se passera du coup le 30 janvier. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir, nous poser des questions en réel. On est là en présentiel. Le prochain épisode de SME Inside se passera le jeudi 4 février à 19h, donc à la même heure que cet épisode-là. Et ça portera sur innover pour un monde meilleur de la transition énergétique aux véhicules autonomes.
en passant par les biotechnologies. Et puis, n'hésitez surtout pas à venir nous contacter aussi, nous suivre, nous voir sur nos différents réseaux sociaux à travers les campus. Donc, on a de tout nouveaux réseaux sociaux comme donc sur Instagram pour le campus Paris, on a ESME Inside Paris, ESME Inside Bordeaux, Lyon, etc. Et ça présente un petit peu la vie étudiante et vous pourrez poser les questions que vous voulez, que vous souhaitez. Du coup, vous voyez, il y a des QR codes, donc n'hésitez pas à les utiliser maintenant. Et du coup, je pense que ça sera tout pour ce soir, pour cet épisode. Du coup, merci beaucoup à tous pour votre attention. Et puis, on espère que vous passerez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.